Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite les titres du journal. La nouvelle Assemblée nationale dans laquelle ne siègent que des députés des deux partis de la mouvance présidentielle ayant été autorisés à participer aux législatives a bouclé 100 jours après leur installation. Vous suivrez dans cette édition l'appréciation de Laurent Zomaï, membre du parti Union progressiste, de cette actualité. À suivre également en direct dans cette édition l'invité du journal, Harmonia Sabo, promotrice de la nuit de l'accessoiriste. Avec notre invité, nous reviendrons sur le bien fondé de cet événement et son déroulement. 112 heures après la publication de sa première liste après la CAN 2019, le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dissué, a expliqué ses choix dans un entretien accordé au team média officer de l'équipe nationale. À suivre dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, Harmonia Sabo est déjà installée sur ce plateau. Harmonia Sabo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la deuxième édition de la nuit de l'accessoiriste. Rappelez-nous le bien fondé d'un tel événement. En effet, la nuit de l'accessoiriste, c'est un événement qui a été mis en place pour valoriser les accessoiristes de mode béninois et leur création. C'est surtout pour mettre un coup de projecteur sur les accessoiristes du Bénin. Où et quand aura lieu cet événement? L'édition 2019 de la nuit de l'accessoiriste aura lieu demain samedi 31 août à Bédjoumédé, au Jardin des Merveilles d'Alice. C'est dans la 3e rue après le collège La Référence. Alors dites-nous, quelle est la particularité de cette édition? La particularité de cette édition, c'est que déjà l'accès est uniquement sur invitation, invitation à retirer gratuitement. Donc cette année, il n'y a pas eu de participation pour le public qui viendra assister. Et deuxième chose, cette année, la particularité, c'est que l'événement se déroule en une journée. Donc ça va commencer à 9 h avec l'exposition vente des accessoiristes et d'autres participants. Et à 20 h, nous avons le défilé de mode qui commence, toujours avec les stands d'exposition présents. Donc les invités de la soirée pourront en même temps voir le défilé et voir les créations en live. Ok, comment va se dérouler l'événement? L'événement, déjà, comme j'ai dit, ça se déroule en 2 phases. On a l'expo vente en journée et en soirée, on a le défilé de mode. Il y aura des prestations d'artistes, il y aura un cocktail à la fin et puis évidemment, il y aura un moment de détente pour prendre des photos, etc. Ok, merci à vous, Harmonia Sabo. Merci. Amis internautes, c'était Harmonia Sabo, promotrice de la nuit de l'accessoiriste. Ce journal se poursuit. L'Assemblée nationale installée le 16 mai 2019 est en train de faire son petit bonhomme de chemin. La 8e législature a bouclé 100 jours après une élection sans opposition. À cet effet, les appréciations sont divergentes au niveau des acteurs politiques. Reçu sur l'émission L'invité qui sera diffusée dimanche prochain sur ESAE Télévision, Laurent Zomaï, membre du parti Union progressiste, donne son appréciation sur cette actualité. Suivez plutôt. À la date d'aujourd'hui, nous avons bouclé les 100 jours d'activité de la nouvelle législature, la 8e d'ailleurs. Et une fois c'était passé ici, j'ai dit que c'est une assemblée qui inaugure donc plein de succès et qui rassure.
Aujourd'hui, nous pourrions donc flotter donc, les mains tout en disant que M. Vravonnoy, à la tête donc, de cette Assemblée nationale, de cette législature, est en train donc, de faire les prouesses auxquelles tous les Béninois ici attendaient. Et donc il faut avouer que l'Assemblée nationale, comme certains l'ont dit, on ne pouvait pas l'installer à un moment donné. L'installation a eu lieu. Et d'aucuns ont pensé que du côté diplomatique, que l'Assemblée nationale donc, de cette mandature pouvait avoir un peu donc, de difficultés à l'international. Malheureusement ou heureusement pour nous autres, il faut avouer que le Bénin aujourd'hui a pu se faire représenter, l'Assemblée nationale donc, de notre pays a pu se faire représenter dans toutes les instances au plan international, que ce soit à la CEDEAO, à l'UMOA et même au plan mondial. Et donc du coup, il faut avouer que sur le plan diplomatique, cette Assemblée nationale a fait donc, ses preuves et montre véritablement qu'elle est capable de mieux faire et d'accompagner le chef de l'État, donc le gouvernement en place dans ses réformes. Et voilà ce pourquoi d'ailleurs cette Assemblée nationale, la mission qu'il lui a confiée, notamment étant donné que moi je suis donc du Parti progressiste, je m'y connais un peu. Et donc la mission principale c'est d'accompagner les réformes pour que véritablement notre pays puisse se relancer davantage. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que quelques chuchotements et qui ne manquerait pas, quel qu'en soit ce que le gouvernement en place ou l'Assemblée nationale serait en train de faire. D'aucuns vont chuchoter, il n'y a rien à faire. Et donc, du coup, il faut avouer que cette Assemblée nationale est en train donc de faire bonne œuvre et rassure même les opposants, ceux qui criaient. Aujourd'hui, personne n'en parle plus parce qu'ils savent que, bon, ce qu'on pensait donc de cette Assemblée nationale, ce n'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, il faut avouer que, je pense que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore une loi votée qui a été critiquée, à la seule différence que par rapport aux émoluments que d'aucuns proposaient. Et pour les suppléants, et donc avec quelques critiques, je pense que cette loi n'a pas été votée. Et donc, du coup, il y a eu véritablement d'apaisement dans notre pays. Toujours au cours de l'émission, l'invité Laurent Zomaï, membre de l'Union progressiste, s'est prononcé sur la flambée du prix de l'essence au Bénin suite à la fermeture des frontières du Nigeria. Il faut avouer que la question de flambée du prix de l'essence paillore, ce n'est pas la première fois, ni la 10e fois. Et donc, du coup, c'est des choses qui viennent par moment. Et pour ce qui concerne cette fois-ci, c'est d'abord la fermeture de la frontière du Nigeria, et qui donc du coup est une question diplomatique. Une question diplomatique et qu'il faut être véritablement dedans pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui s'annoncent et qui se disent sur les réseaux sociaux, partout, mais qui ne sont pas véritablement fondées. Et donc il faut avouer que c'est une question diplomatique. Et en termes de diplomatie, nous sommes une nation. Nous ne sommes pas un département du Nigeria. Et donc du coup, en termes de diplomatie, il faut négocier. Que ce soit le Bénin, que ce soit le Nigeria, il faut une forte négociation et il faut que les deux parties s'accordent. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays qu'il faut quand même se livrer. Nous avons notre notoriété, nous avons notre État qui est différent de l'État nigérian. Et donc, du coup, cette question peut amener un pays à fermer. Et donc, du coup, je pense que c'est vrai, l'essence frelaté au Bénin est véritablement utilisée. Et donc, du coup, ça pose un problème. Mais néanmoins, je pense que les deux États actuellement doivent être toujours en pourparlers pour que ça puisse passer de temps à autre. Dans la plupart des gares routières du Bénin, les conducteurs et transporteurs sont confrontés à la corruption et au rançonnement des syndicats, des maux qui minent le secteur du transport au Bénin. Le président de l'Association des conducteurs et transporteurs du Bénin, ACTB, Marcel Hunkamri, explique son indignation face à cet état de choses. Suivons-le pour plus d'explications. Nous avons vu la mauvaise gestion de ces gares routières en République du Bénin, alors que ces gares routières devaient être gérées par la mairie, conformément à la loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, qui attribue la gestion de ces gares routières à la mairie à son article 429, que je cite rapidement, la commune à la charge
de la réalisation, de l'entretien et de la gestion de ces gares routières. Mais le mal, une fois ces associations syndicales créées, on devient partenaire avec la mairie pour pouvoir commencer par faire, c'est-à-dire s'enrichir sur le dos de ceux qu'on devait défendre et même sur les intérêts de la commune. Et le mal, c'est qu'ils sont en collaboration directe avec certaines autorités de la mairie et de la police républicaine, que je salue sincèrement le ministre de l'Intérieur, Sakar Alafia, le directeur général de la police républicaine, pour l'arrêté qui est sorti et que je suis en train de chercher ça aussi après pour pouvoir bien lire l'arrêté qui est sorti pour sanctionner le rançonnement dans le secteur de la police républicaine. Et que, sans mentir, je salue aussi le 2e et 3e agent au maire de la ville de Cotonou, ceux qui ont tapé, ils ont tapé du poing sur la table pour pouvoir mettre fin à toute gestion des gares routières par des syndicalistes dans leur commune et qu'ils avaient décidé à prendre la gestion de ces gares routières par eux-mêmes conformément à ces textes que je venais de citer tout à l'heure et que nous avons vraiment vu ces ressources qui échappent à la mairie. Si en réalité la mairie rentrait, c'est-à-dire en possession de ces ressources, ces conducteurs auront des gares dignes du nom, des arrêts de bus, mais une fois en manque de ces ressources, la mairie ne pourra rien pour ces conducteurs-là, compte tenu que c'est affiché même au niveau des commissariats, à l'intérieur des commissariats, que le rançonnement ternit les mailles du pays et retarde le développement. Vous voyez, tout ceci, c'est des tickets imprimés par ces associations syndicales. Il y a encore d'autres qui m'étonnent même. Regardez ceci, c'est un ticket qui est en vente pour les conducteurs. C'est des tickets, c'est des cartons, des produits. Une fois, ça dit utilisé, on coupe ces cartons et c'est mis en vente pour des conducteurs. Si vous refusez de payer ceci en tant que ticket, on peut vous appeler la police. Mais je remercie sincèrement le ministre de l'Intérieur qui vient, par le directeur général de la police républicaine, qui vient de faire sortir un arrêté dans le secteur du transport, surtout au niveau de la police républicaine pour le rançonnement. Et que je suis sûr que prochainement, quand ces tickets vont tomber dans la main des conducteurs, ils iront directement au commissariat. Parce que les conducteurs se voient eux aussi. C'est-à-dire, une fois arrivés au commissariat, ils n'ont pas le soutien de ces policiers, parce que ces policiers te diront « Ah, c'est tel patron qui t'a renvoyé ». Alors que quand on dit patron, c'est quelqu'un, le propriétaire du véhicule est le patron du conducteur, mais le syndicat est camarade, parce qu'ils sont tous des collègues. Donc, ce qui fait aujourd'hui que nous sommes en train de dénoncer sincèrement, c'est le rançonnement, la corruption sur les gares routières, les ressources qui échappent à la mairie, qui fait aujourd'hui que nous n'avons même pas de gares. Vous rentrez dans certaines communes, pratiquement, il n'en avait même pas une seule gare routière. La phase de répression de l'usage de détention et la vente des sachets plastiques non biodégradables est lancée au Bénin depuis quelques semaines. Une phase qui expose les contrevenants à des peines qui passent d'une simple amende pour le conducteur d'un véhicule dont un passager jette un sachet par-dessus bord à des peines d'emprisonnement ferme. Quelques Béninois interrogés sur la question ont donné leur point de vue au micro de Carles Kitome. Qu'il y a une loi effectivement qui a interdit effectivement l'utilisation des sachets plastiques effectivement. Et c'est une bonne chose. Ça permet à la population d'être propre. C'est une bonne chose de sanctionner ces mauvaises pratiques-là. J'aurais préféré que la population essaye, avant d'aller acheter quelque part, de prendre que ce soit des petits bols, de commencer par là à utiliser, c'est mieux que d'acheter dans les sachets plastiques. Je suis pour cette loi parce que ça rend malade, c'est pas bon pour notre santé. Il paraîtrait que si on attrape quelqu'un, la personne chez qui il a acheté, il sera enfermé ainsi que celui qui l'a jeté. C'est ce que j'aurais appris. J'aimerais solliciter les gens
de ne plus utiliser les sachets plastiques. Pour les achats, c'est mieux de prendre les petits sacs que les gens sont en train de vendre maintenant, c'est mieux. Parce que les sachets plastiques, il paraît que ça donne le cancer, les maladies, surtout quand la nourriture est chaude et qu'on achète, bon, c'est pas bien, quoi. Pour le moment, ils sont en train de sensibiliser les clients en venant de garder un sac. Là, s'ils viennent, ils vont acheter les trucs dedans, c'est mieux. J'ai été très content, et même à l'avant-projet de cette loi, on était déjà dans cette même dynamique pour qu'une telle loi soit votée au Bénin parce que notre pays est sale avec les sachets. Mais je mets deux choses essentielles. Il faut que la sensibilisation aille partout. Il faut que les gens soient sensibilisés. Bien vrai, quelque chose se fait, mais j'ai voulu que l'État, le gouvernement, le ministère du cadre de vie, surtout qui gère ce volet-là, intègre les ONG dans toutes les contrées du Bénin pour que cette loi soit vulgarisée avec les degrés d'application, avec les inconvénients et les mesures de répression qui doivent suivre pendant un bon moment. Et en second lieu, il faut que les produits biodégradables soient disponibles. C'est-à-dire les sachets biodégradables soient disponibles. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. 112 heures après la publication de sa première liste après la CAN 2019, le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dissuet, a expliqué ses choix dans un entretien accordé au team Media Officer de l'équipe nationale. Suivez-le au sujet de l'absence de des 23 joueurs présents en Égypte. Que je ne pensais pas modifier autant le groupe des 23 pour ce premier rendez-vous de septembre, mais c'est un peu la force des événements, puisque Barazé et Emmanuel Moreau n'ont pas retrouvé de club, que Moïse Adiléou, qui est en instance de départ, n'est pas retourné en Grèce, n'a pas suivi d'entraînement avec un club. Pour l'instant, il est encore programmé pour un départ, mais sa situation, elle est incertaine et il n'a en tout cas pas travaillé dans de bonnes conditions jusqu'à aujourd'hui, donc il n'est pas prêt. Junior Salomon, il n'a pas encore repris, le championnat du Nigeria n'a pas encore repris, donc c'est difficile de savoir à quel niveau de compétitivité il se situe. Désiré, ce sont des choix. J'ai fait le choix de le prendre sur la CAN. Aujourd'hui, il y a Yannick Agomon que j'avais écarté. C'est le moment aussi peut-être de le revoir, de voir aussi Rudy Gestet. Donc il y a de la concurrence sur les postes d'attaquants. Donc maintenant, la porte n'est jamais fermée. Désiré a toutes ses chances si il est performant dans son club avec Oldham. Et David Gigla qui a repris un petit peu plus tard, qui s'est blessé et qui là est en phase de reprise pour le moment. Donc je pense qu'il reviendra prochainement dans l'équipe de Niort, sûrement après la trêve internationale. Là, il a repris les entraînements, c'est encore un peu juste. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le laisser de ne pas convoquer, mais bon, il peut être appelé en tant que réserviste à tout moment. Concernant Fabien Farnol, nous avons eu une longue discussion téléphonique où Fabien m'a fait part un peu de sa lassitude du moment, puisque le joueur déjà d'une part n'a pas eu beaucoup de vacances. Il a repris la compétition directement en Europa League avec Malatya, puisqu'il a joué dès le 25 juillet, donc il n'a pas pu véritablement couper un petit peu. Je pense qu'il a besoin d'une petite trêve pour couper un petit peu avec le football et être avec sa famille. Et puis de la lassitude aussi, je pense, parce que c'est difficile d'encaisser les critiques qui sont venues du pays sur les réseaux sociaux ou dans les médias sur ses performances en permanence. Donc et ces critiques-là, je les trouve de mon côté aussi injustes. Nous avons la chance d'avoir deux très bons gardiens, que ce sont Saturnin et Fabien. Sur le cas de Rodrigue Fassinou, d'une part, il me semble important de voir d'autres joueurs évoluant à ce poste. Donc c'est le cas avec Youssouf Assogba et Maël Sedagonji.
Et puis le fait aussi qu'il n'ait pas repris la compétition avec son équipe de la SPAC. Restons avec Michel Dissuyer. Il justifie le rappel de certains joueurs et la première convocation d'autres. Pendant Marcel Danginou, lui aussi était en compétition avec les SAE, c'est aussi ce qui a milité en sa faveur. Et puis après aussi avoir une discussion avec Jonas Bidet concernant un peu l'état de forme des gardiens du moment. On a décidé de le convoquer pour ce rendez-vous. Youssef Assogba, voilà, ce jeune joueur, c'est vrai que je l'avais suivi l'année dernière quand il évoluait à Craquet. Je l'ai fait venir sur 2 ou 3 séances lors du rassemblement à Cotonou à la fin du mois de mai. C'est un garçon qui est lui aussi prometteur. Il vient de s'installer à Amiens. Je suis en contact régulièrement avec son entraîneur. Il s'entraîne avec les U19 du club pour l'instant. Je pense que ça passe par une phase d'adaptation pour lui, mais c'est un joueur qui a une marge de progression. Je suis persuadé qu'il va franchir des étapes avec Amiens. El Sedekonji est un jeune joueur qui évolue avec la réserve de Dijon. C'est un garçon que j'ai eu l'occasion de suivre la saison dernière en me déplaçant voir un de ses matchs. C'est un jeune joueur d'à peine 20 ans et qui affiche des promesses pour l'avenir. Donc il m'a semblé utile de le convoquer sur ces matchs-là et de le voir avec le groupe d'entraînement comment il se situe. Concernant Cédric Untonji, il a une année très très compliquée après sa blessure avec son club de New York. Et ensuite, il a pu retrouver encore du temps de jeu en toute fin de saison avec le Levski Sofia. J'ai eu l'occasion d'aller le voir jouer. Mais vu la proximité de l'événement pour les convocations pour la CAN et puis également le faible temps de jeu au final qu'il aura eu pendant toute l'année précédant cette compétition, je l'avais présélectionné et gardé comme joueur réserviste, mais en sachant que voilà, c'est une question de temps pour lui parce que je pense qu'il a sa place dans cet effectif. Que là depuis le début de la saison il joue régulièrement avec Clermont et il montre que forcément il a les qualités pour jouer pour les écureuils et donc c'est une suite logique que de le convoquer et de l'appeler pour ce rendez-vous de septembre. Concernant Rudy Gested, on avait échangé en début d'année dernière pour un retour avec la sélection. Maintenant j'ai voulu attendre un petit peu parce que il a eu beaucoup de blessures, lui aussi il était confronté à ces phénomènes de blessures et donc il n'était pas encore aussi totalement performant là depuis le début de la saison. Même s'il n'a pas beaucoup joué, il est souvent remplaçant. L'entraîneur que je suis pense toujours à la suite, c'est pour ça que on essaye d'enrichir l'effectif, de doubler, de tripler les postes avec, si possible, le meilleur niveau de joueurs que l'on puisse avoir. Maintenant, on sait que tous les joueurs ne sont pas éternels. Il y en a qui vont finir leur carrière et leur carrière en sélection après avoir rendu d'immenses services, comme c'est le cas pour Stéphane, pour Mika et Khaled Adenon. Maintenant on n'est pas pressé tant qu'ils sont performants dans leur club et qu'ils sont motivés pour rejoindre la sélection. Je pense qu'ils seront toujours bienvenus parce qu'ils sont très importants dans le groupe. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours cette projection sur l'avenir et essayer de regarder les jeunes joueurs qui pourraient intégrer, c'est ce que je m'efforce de faire depuis un an que je suis à la tête du Bénin. La jeunesse sportive de Pobet JSP renouvelle ce dimanche 1er septembre 2019 ses instances de gestion. Une seule liste est en compétition à cette assemblée générale de renouvellement du bureau directeur du club phare du département du Plateau. Avec un bilan global positif, le président sortant, Bruno Arthur Didavi,
recevra sans doute la confiance des délégués pour un nouveau mandat de 4 ans. Mais avant, son bureau va soumettre les différents rapports à ces derniers. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de m'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bg. Bonsoir.